Et voilà. Donc, terreau en sac. voilà, terreau en sac. Donc voilà, on a vu pour le terreau que vous fabriquez vous-même, si du terreau que vous fabriquez vous-même, il y a tous les petits trucs que je vous ai dit, le trop de germination qui va se faire, qui souvent empêche le fait qu'on puisse utiliser notre propre terreau. Pour les godets après, dans la transplantation, il n'y a pas de problème, mais pour la partie, tout ce qui est la partie semis, c'est vraiment trop compliqué, et franchement, enfin, vous allez voir le coût des sacs, le coût des machins, ça coûte pas grand-chose, et ça résout tous les problèmes dont je vous ai parlé. Donc, pour les terreaux en sac, donc, la différence avec un terreau que vous allez produire vous-même à base de compost, la majorité des sacs de terreau sont composés de tourbe. D'accord ? Donc, alors, à ce niveau-là, par exemple, on va parler tout de suite de pH comme ça va arriver, la tourbe, c'est à peu près autour d'un pH neutre. Donc ça veut dire ni trop acide, ni trop basique, enfin, ni trop calcaire, disons. Et donc, c'est souvent idéal. Il y a des plantes qui aiment plus l'acide que le calcaire, tout ça, mais bon, bref, au final, franchement, c'est ce qu'on dit neutre, quoi, et neutre à tous les niveaux. Au niveau richesse, au niveau mycorhize, au niveau bactéries, au niveau pH, à tous les niveaux, ce truc-là est neutre, d'où c'est intéressant pour ça, parce que c'est neutre et qu'il n'y a au moins pas de choix à faire. Et après, on verra tous les trucs qu'on peut adapter pour que ce terreau qui est quand même souvent pas top. Neutre, ça ne veut pas dire mort quand même. Non. Ah. Non. Bah, alors, si on parle au niveau pH, neutre c'est bien, parce que c'est ni trop acide, ni trop basique. Voilà. Après, au niveau vie, oui, c'est mort. Ah, Mais alors, mort, enfin, je veux dire, là, on n'est pas dans le neutre, on est dans le zéro. Voilà. C'est pas neutre pour le coup. Mais voilà, en fait, vu que... Oui, mais ça détruit. Si par exemple tu remets des micro-organismes dedans, ils ne vont pas être détruits. Non, voilà. C'est vraiment... C'est pas stérile, c'est pas stérile. Germer dans un truc alors, mort, un organe... Tu vas voir. Après. Tu vas voir. La nature n'est pas... Ce qu'il faut dire, voilà. Donc, la tourbe, c'est neutre au niveau pH, et c'est presque pas riche, enfin, voilà, pas riche du tout. Il y a deux types de sacs, c'est des sacs enrichis ou pas enrichis. Soit de la tourbe pure, où il n'y a rien d'autre que de la tourbe, soit de la tourbe avec enrichissement, de l'engrais, d'accord, qui a été adapté exactement à la taille du volume, du truc, du machin, tout ça. Donc là, il n'y a pas à s'embêter. Si c'est ça, donc par exemple, disons que vous donnez des ordres d'idées larges et généraux, je ne peux pas vous dire le prix précis d'un sac et tout ça, mais disons qu'on tourne entre 10 et 15 euros le sac, sachant que si vous l'achetez en quantité, ça va être plutôt 6 ou 8, que si vous l'achetez par un pro, ça va être encore moins, enfin bon voilà, sachant que les prix des conserves taxes, bon, il y a tout ce bazar. Quand vous donnez un ordre d'idée générale, c'est autour de 10-15 euros le sac, comme ça. Un sac de combien de... Un sac de 70, c'est souvent à peu près 70 litres. Et sachant que vous ne faites pas de la production de godets. Un godet, c'est comme ça, donc ça prend un petit peu de terreau quand même. Là, si on parle de minimote ou de terrine, c'est vraiment des quantités minimes que vous allez mettre à chaque fois dans chaque terrine. Donc 70 litres, c'est pas beaucoup, mais quand c'est ce genre de truc, c'est beaucoup. Donc voilà, disons autour de ces prix-là, hein, vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher, mais bon voilà, c'est à peu près ces prix-là. Donc 10 c'est plutôt du pas enrichi, et 15 c'est plutôt du enrichi. Quand je dis enrichi, c'est-à-dire qu'il y a de l'engrais dedans, et que c'est marqué sur le sac. C'est-à-dire que vous ne regardez pas ce qui est marqué sur la façade, c'est sur le derrière qu'il faut regarder. Vous allez voir, ils vont vous dire quel type d'engrais il y a, et surtout la teneur en NPK, ils disent. Donc NPK, c'est les nutriments de base qu'ils disent qu'ils pensent qu'une plante a besoin, sachant que j'ai déjà expliqué qu'une plante a besoin de tout, et elle n'a pas juste besoin de ce rapport-là, sachant qu'avec ce rapport-là, on fait pousser des plantes. Donc c'est suffisant, c'est pas top, mais c'est suffisant. Voilà. Voilà. Bon, vite fait, la tourbe, il y a une problématique écologique, dans le sens que donc, la tourbe, c'est de la seigne, de la mousse, quoi, qui s'est accumulée pendant des milliers et des milliers et des millions d'années, des fois, et qui a fait des espèces d'énormes poches de tourbe, comme ça, des fois des montagnes entières, là où ils l'extraient en Allemagne et dans les pays baltiques. C'est là où on extrait la majorité de la tourbe. Il y en a aussi en Irlande, enfin bon, voilà, dans plein de pays. Mais c'est
des amas et des amas et des amas de sphènes depuis des milliers d'années. Et donc, vous imaginez bien quand on l'enlève et qu'après on le met dans des sacs et qu'on le vend à travers le monde, évidemment, la montagne commence à se réduire en quantité et ça ne se reproduit pas, hein, parce que si ça se reproduisait, ça se reproduit au bout de milliers d'années. Donc voilà, écologiquement, il y a un truc pas top, c'est que c'est une ressource finie et qu'on la gratte, comme du pétrole ou autre chose, et on la gratte et puis après il n'y en aura plus. Donc voilà. Et voilà, le truc super intéressant de ça, c'est que la tourbe, elle retient l'humidité et elle la laisse passer aussi. C'est une espèce de truc bizarre entre les deux, mais c'est ça qui est génial, c'est que si vous arrosez trop, elle va laisser passer, c'est un peu comme de la laine. Voilà. Si vous arrosez trop la tourbe, elle va laisser passer, si vous arrosez pas assez, elle va garder. Ce qui est quand même assez génial, c'est-à-dire que c'est un truc assez équilibré, que vous n'aurez pas avec votre propre terreau. Votre propre terreau, disons, ressemble à de la terre. Quand c'est sec, c'est sec, et quand c'est trop humide, c'est trop humide. Voilà. La sphène, elle a ce truc comme de la laine, quoi, vous voyez, de respirer, vous pourrez mettre un pull, on peut mettre un pull de laine l'été, l'air va passer, on aura un peu chaud quand même, mais voilà, c'est possible. Alors que si on met un truc en synthétique, de la polyère chaude, on va crever chaud. Bon, c'est ce petit truc-là qu'il y a quand même une... voilà. Donc, malgré tous les problèmes écologiques que ça pose, il y a quand même le fait que c'est quand même un super produit. Donc on appelle ça, souvent vous allez voir, on appelle ça un substrat de culture. Donc substrat, ça veut dire que c'est un support de culture. D'où ils ne peuvent quand même pas se targuer du fait que c'est un élément multiphotope et tout ça, c'est quand même, voilà. Mais c'est un substrat de culture, donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre les plantes dedans, elles vont quand même pousser, sachant que quand c'est pas enrichi, moi je vais vous conseiller de l'enrichir vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez semer directement dans la tourbe, hein. Dans la tourbe pure, il n'y a aucun problème, ça va germer, ça va pousser, mais le plantule sera un petit peu plus frêle, il aura tendance à un petit peu moins pousser. Voilà. Donc il y a possibilité de mettre un petit peu d'engrais dedans, et donc pour ceux que le mot engrais peut choquer, il existe des engrais organiques, naturels, non chimiques, tout ça. Donc un engrais, c'est pas pour dire on utilise un truc de la chimie voilà, qu'on va mettre, qui est un truc pas cool, c'est il existe des engrais naturellement riches et qui vont très très bien, voilà, qui ne nuisent pas ni à la planète, ni aux plantes, ni à rien. Donc voilà, vous ne focalisez pas sur le mot engrais, c'est juste un apport de nutriments qu'on va donner à côté, parce qu'il n'y en a pas, ou un compost, c'est un engrais, quoi. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est si vous prenez ce type de sac, donc non enrichi, là-dedans il n'y a rien à faire, hein, parce que c'est déjà enrichi. C'est non enrichi, vous pouvez mettre donc, ce qu'on appelle du tourteau de ricin. Bon, je vous dis tourteau de ricin parce que en fait c'est un matériau qui est super équilibré, que sa diffusion de l'engrais, de la richesse qu'il y a dedans, va être prolongée sur une assez grande durée, disons un mois et demi, et voire plus selon la quantité qu'on en met, mais c'est pas un engrais qui se diffuse tout de suite et puis après c'est fini. C'est un engrais qui se diffuse au fur et à mesure et qui met du temps à se libérer. Donc ça fait que pour les plantes c'est vachement bien parce que on en met et puis ça dure assez longtemps sur le temps que la plante elle pousse, quoi. Donc voilà. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que le tourteau de ricin, vous pouvez mettre du guano, vous pouvez mettre après plein d'autres trucs, du sang séché, de la corne broyée, du truc, machin, il existe plein, des trucs naturels qui ne sont pas des engrais chimiques et tout ça. Donc il en existe plein, nous on utilise le tourteau de ricin après l'expérience et tout ça, c'est vraiment top, c'est équilibré, c'est super. En plus ça se trouve en paillettes, donc c'est presque de la poudre super fine qu'on peut mettre directement dans le truc. Il ne faut jamais en mettre trop, parce que comme tous les engrais, si vous en mettez trop, c'est pas bon. Donc voilà, il faut apprendre à mettre la quantité, mais c'est plutôt à coup de poignées. C'est-à-dire que ce n'est pas des seaux entiers, c'est des petites poignées qu'on va mettre et qui vont se mélanger dedans. Ça aide quand même vraiment à la pousse. Donc vous pouvez en mettre un petit peu dans les terreaux non enrichis. Dans les terreaux enrichis, il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec ce terreau-là, qui a tendance en plus à ne jamais trop se tasser. Vu qu'il faut imaginer que c'est de la fibre de mousse, de la sphène, ça a tendance à rester toujours un peu fibreux. Et donc vous pouvez appuyer, ça se tasse, mais ça se tasse jamais vraiment trop. Si vous faisiez la même chose
avec un terreau que vous avez produit vous-même, qui est comme de la terre, disons, quoi, et vous allez le tasser, là, il peut être vraiment trop tassé, quoi. La particularité de la tourbe, c'est qu'elle se tasse jamais trop. Et elle reste toujours assez aérée et tout. Voilà. Donc, il y avait un truc auquel je pense et dont on a parlé tout à l'heure, je vous le rajoute dans ce qu'on a dit là, et ça a un lien avec ça, c'est qu'il existe un autre type de substrat dans lequel on peut faire des graines au lieu de faire une terrine, soit des mimosas, soit des godets. Il existe aussi ce qu'on appelle des mottes maraîchères, c'est ce qu'on appelle comme ça habituellement. Si vous achetez des plants de salade au marché, par exemple, ils sont souvent comme ça. Donc c'est de la motte de terreau directement. Il n'y a pas de truc qui l'encadre, il n'y a pas de godet ou terrine ou rien. Vous l'achetez, quand vous achetez des salades chez Kéliab, par exemple, là au marché, c'est des petites mottes de terreau avec la petite plantule dedans. Voilà. Ça, c'est des mottes maraîchères. Donc ces mottes maraîchères, elles sont fabriquées donc, avec du terreau de tourbe uniquement. Hein, il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent le remplacer, c'est que avec de la tourbe. Et en plus, c'est avec de la tourbe, enfin c'est un mélange de tourbe spécial pour motte. Voilà. Et en fait, elle est assez fine et c'est une machine où on peut le faire manuellement, mais souvent c'est une machine qui le tasse beaucoup, quoi. On aura du mal même à le faire à la main et tout. Donc, voilà. Et ce truc-là fait juste que la motte, elle se tient. Quand on la prend, elle ne va pas se déliter entièrement, elle se tient. Et non seulement elle se tient, quand il n'y a pas de graine, mais dès que la graine elle est plantée et que les racines, elles vont tenir encore plus, elles vont donner de la structure à ce truc-là. Donc la motte maraîchère, c'est possible, mais pour vous, ça va être compliqué, parce que soit il faut acheter un presse-motte, bon, il existe des presse-mottes manuelles, hein, vous allez serrer manuellement la motte, mais bon, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu long et tout ça. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez le faire. Et après, sinon, il existe des motteuses, donc c'est une machine à fabriquer des mottes. Mais là, c'est de l'investissement. Et est-ce que c'est bien utile pour vous? Je ne sais pas trop, enfin, bon, ça c'est à vous de voir. Mais je voulais juste vous dire que ça existe aussi. Et ça, c'est pour ça que je vous le dis dans le truc terreau, parce que c'est fabriqué à base de terreau de tourbe. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre choix. Si vous faites de la motte maraîchère, c'est comme ça et c'est pas trop. Voilà. Et donc ce truc-là va permettre aussi de pouvoir semer directement dans la motte. Voilà, donc au niveau de ces sacs de terreau, vous pouvez en acheter, bon, il existe des marques, si vous voulez, des marques, parce qu'il y a marque et marque, quoi, c'est-à-dire vous pouvez en acheter du tout venant de n'importe où, on ne sait même pas qui est-ce qu'il a fabriqué dans les jardineries et autres supermarchés et tout ça, acheter voilà, du terreau, quoi, des marques souvent juste terreau, c'est comme ça, et donc voilà, regardez bien derrière, parce que c'est derrière où il vous explique tout, le nombre de nutriments qu'il y a, est-ce que c'est à base de tourbe ou est-ce qu'il y a autre chose. Donc il existe deux types de sacs de terreau. Il y a les sacs de terreau à base de tourbe, uniquement, il n'y a que de la tourbe. Après il y a des mélanges de tourbe, donc de la tourbe blonde, de la tourbe noire, qui sont mélangés pour que le mix soit assez sympa. Et après il existe aussi des terreaux sans tourbe. Ça existe aussi, il y en a vraiment très très peu, c'est pour ça que je vous dis plutôt les sacs c'est plutôt de la tourbe. Il existe quelques marques qui fabriquent du terreau sans tourbe, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est du compost de feuilles, souvent c'est du compost de feuilles en fait. Ça a des avantages dans le sens que c'est pas de la tourbe, donc écologiquement c'est plutôt avantageux comparé à ce que je vous expliquais sur la tourbe. Après, ça n'a pas la propriété qui est avantageuse de la tourbe de dire ça se maintient, mais c'est jamais trop tassé. Là, ce truc-là, si vous le prenez du terreau sans tourbe, ça peut trop se tasser. Voilà. Donc c'est juste le petit truc qu'il faut apprendre à gérer, mais voilà, c'est au niveau écologique, c'est vachement mieux, parce que c'est vraiment du compost, du vrai compost. Voilà. Et voilà, donc après, dans les sacs de terreau que vous allez trouver, il va y avoir des sacs de terreau premier prix. C'est pour ça que je vous ai dit à peu près ces tarifs-là, parce que bon, pour le coup, Super U vend des sacs de terreau à 2-3 euros le sac, voilà, qui sont marqués utilisables en agriculture biologique. Voilà, parce qu'en fait, tous les terreaux sont utilisables en agriculture biologique, même si c'est de la tourbe, donc ils peuvent le marquer. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est biologique, hein, voilà, c'est juste que c'est utilisable. Et nous, pour avoir fait l'expérience, dans ce type de sac, il peut y avoir des résidus de tout type de produits. Donc il peut y avoir des résidus de pesticides, il peut y avoir des résidus de fongicides, nous c'était le cas, on a vu des résidus de fongicides. Donc autant vous dire que le résidu de fongicide pour la mycorhisation, pour les champignons, ça n'aide pas. Voilà. Les pesticides, bon, bah, je n'explique pas que ça n'aide pas non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne plutôt ces tarifs-là, plutôt
plutôt des tarifs à 2-3 euros, parce que c'est quand même pas la même qualité. Voilà, pas non plus se couper un bras en achetant du terreau, mais voilà, il faut rester quand même dans des trucs, si c'est très très peu cher, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, et souvent c'est des résidus, il y a des terreaux qui sont fabriqués avec des résidus de boue, des stations d'épuration, des trucs, machin, enfin je veux dire, il y a vraiment du tout venant là-dedans. Donc il existe plein de types de terreaux différents. Même dans les sacs, on croirait que c'est toujours le même terreau, mais non, il y a des sacs de terreau tourbe pure, sacs de terreau mélangés, sacs sans tourbe. Voilà. Donc tout ça, ça a un coût et ça a une différence au niveau de ce que je vous ai expliqué, de la praticité de la chose. Donc voilà, à vous de voir lequel vous utiliserez. Vous pouvez aussi en tester plein de différents et de voir au fur et à mesure des semis lequel est le plus adapté, lequel vous préférez au niveau rapport qualité-prix, tout ça. Donc il existe, évidemment, chez les professionnels, il y a tout plein de marques qui existent et qui sont au top, quoi. Donc je vous l'ai dit pour vous les dire, parce que si vous cherchez ça et tout, c'est bien de savoir la marque. C'est celui Je vais vous le dire. C'est celui qu'on a pris chez, Je ne sais plus, Sonia. j'arrive pas à lire. Alors, il y en a un, le premier c'est du Neos. Neos. Neos, N-E-U-H-A-U-S. Non, mais j'ai déjà vu cette marque. C'est des sacs noirs, non? Voilà, sac noir avec des bandes donc, de différentes couleurs. Il y a soit des bandes rouges, soit des bandes grises, soit des bandes bleues, enfin bleu-vert. Bleu-vert c'est bio. Rouge c'est rien. Et après il y a gris pour les mottes, ci pour ça, enfin, voilà. Il y a plein de types différents. Sachant qu'il y en a un qui est utilisable en agriculture biologique et tout plein d'autres qui ne sont pas utilisables en agriculture biologique. Voilà. Donc il y en a un bio, entre guillemets, et puis les autres pas. Voilà. Donc ça va faire votre choix, mais voilà. Le Glassman, Bob. C'est le Glassman que tu disais. Non? Non, c'est le premier qu'on a Alors, pris. par exemple, le Neos, vous pouvez en trouver chez Berger. Il a du Neos, il a aussi tout un paquet de terreaux différents, hein, mais il a du Neos. Sachez que les pros, c'est ça qu'ils utilisent. Hein. Moi, je vous dis, là, on a passé, c'est fini, Super U et tout ça. Là, je vous parle de terreaux pro. Professionnel. Hein. Voilà. Et vraiment, si les professionnels l'utilisent, c'est pas pour rien. Donc, Le Neos, il est à base de tourbe. voilà. Là, on n'est que dans du terreau à base de tourbe. C'est pas celui-là, parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il y a encore des pilasses de tourbe qui traînent dedans. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. J'avais trouvé que c'était pas très pratique à travailler. Alors, tu me dis quoi? Florentaise. La Florentaise. Florentaise. Ouais. Donc la Florentaise, bon, pour le coup qu'on y est, la Florentaise, il peut y avoir sur la face marqué un truc qui n'a rien à voir avec la Florentaise. Puis après vous lisez derrière, et derrière il y a marqué ce terreau est produit par la Florentaise. Dessus c'est marqué terreau, horticole, je sais pas quoi, mais en fait derrière c'est la Florentaise qui l'a produit. Voilà. Le terreau de Super U dont je vous parlais, qui avait des résidus de pesticides et de fongicides, c'est la Florentaise qui le fabrique. Voilà. Donc il existe toujours des gammes à chaque fois et tout. Pour vous donner tout de suite l'exemple, Classman, ils ont à peu près 65 types de terreaux différents. Donc un sac rouge, un sac jaune, un sac vert, un sac vert clair, vert foncé, truc machin, il existe des tonnes de types de terreaux différents. Il y en a qui sont mélangés avec de la fibre de coco, il y en a qui sont enrichis, il y en a qui sont sur-enrichis, il y en a qui sont avec des mélanges de tourbe, d'autres avec, enfin, voilà, avec du gravier, avec de la pouzzolane, avec le truc et machin, ça veut dire un univers de terreau quoi. Donc vous on reste basique, parce qu'on va partir dans tous ces trucs là, mais par exemple si vous faites des boutures, c'est un truc particulier, si vous faites des mottes, c'est un truc particulier, si vous faites de la plante aromatique, il y a même du terreau de plante aromatique, si vous faites, voilà, donc tout existe. Voilà, moi je vous parle de ça pour vous dire que vous allez pouvoir prendre des terreaux de bonne classe qui est adapté à vous, quoi. Voilà. Donc après, pour par exemple le Neos, alors son nom m'échappe, mais à Sumène, il y a un mouvement d'achat collectif qui s'est monté. Terramagne. Voilà, Terramagne. Il a arrêté. Il a pas arrêté? Ah, je sais pas. Mais lui, par exemple, commandait un semi-remorque entier de Neos et le fait venir à Sumène, et tout le monde peut venir acheter des sacs de terreau Neos bio. Voilà. Si vous voulez un autre type de terreau, parce que celui-là ne vous va pas, que vous voulez plutôt du Classman, c'est possible d'en acheter aussi. Chez Berger, il fait du terreau de base, donc pas ça, et du Neos. Mais je crois qu'il fait que du Neos rouge, il ne fait pas du Neos bio. Voilà. Donc, et ensuite, pareil, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les plaques, moi j'achète du terreau Neos bio,
Et donc si vous voulez qu'on regroupe la commande et que moi j'achète du terreau en plus et qu'après on va ensemble, voilà, il n'y a pas de problème pour le faire. Donc voilà, ça c'était juste pour vous citer les différents trucs qui existent. Si ça vous intéresse, hein, allez voir sur le site de Classman, vous allez voir, c'est dingue, quoi. Enfin, 65 types de terreaux différents, c'est vraiment dingue, quoi. Donc voilà. Donc Classman, alors Neos c'est plutôt autour de 10 € et le bio il n'est pas enrichi. D'accord. Classman, ils font aussi du terreau pauvre, entre guillemets, pas enrichi, mais ils font majoritairement que des terreaux enrichis. Donc c'est-à-dire que souvent celui-là c'est plutôt 15 €, mais il est déjà enrichi. Pas besoin de rajouter du pourtour ou je sais pas. Je vais y repérer, mais par rapport à aux fibres qui, je te disais, la fibre qui restait dans pour travailler, bon, je crois que c'est le Classman qu'on a utilisé là pour l'année dernière, et celui-là, il n'y a rien dedans. Il y a pas de... Alors, fibre, et ça le Neo c'est moins cher pour cette raison, c'est-à-dire qu'il est criblé, il est tamisé, mais avec de la grosse maille, donc il laisse passer de la fibre et des petits bouts de bois pas décomposés. Bon, des bouts de bois vous ne le verrez pas, parce que c'est des bois noirs, mais voilà. Mais voilà, nous, tous les terreaux, on les retamise. On les retamise tous, même si on les achète ce prix-là et tout, on les retamise direct parce que, pour ce que je vous expliquais là, c'est que s'il reste des petits bouts de bois, la truc elle va passer autour et elle ne va pas rentrer dedans. Je vous expliquais dans l'autre formation sur le sol et tout que ce serait top s'il y avait des bouts de bois dedans. Mais là, pour le coup, on travaille sur un truc de 4 cm, on ne cherche pas à ce qu'il y ait des bouts de bois dedans, parce qu'après, de toute façon, ça va aller dans cette magnifique terre que vous aurez respectée et tout ça. Et voilà, donc là, nous, je vous dis, c'est ça que vous prenez le terreau, vous dites, ah, il est super fin, nous, on le retamise, pour enlever tous ces petits bouts de bois, toutes ces fibres, tous ces trucs, tous ces machins, juste pour que ce soit purement rempli uniquement de terreau, et que les racines se fassent de façon homogène. C'est vraiment surtout ça l'important, c'est qu'elle se fasse de manière homogène. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais. Le terreau qu'on trouve par exemple à Saint-Baucile. Le terreau de la chichetterie verte. Non, c'est affreux, c'est affreux. Il y a Tout plein est de mélangé, plastique, c'est hein. dégueulasse. Oui, tu le tamises. Non, mais il y a de tout dedans. Il y a vraiment beaucoup de déchets plastiques à l'intérieur. Et moi, j'en ai pris une fois, bonjour pour le... Je suis pleine de l'herbe là, qui est nocive, là. Ah, le chien. De l'ambroisie. Le chien-dent. Oh, tu vois, le chien-dent. Alors, j'en ai Ah, pris ouais. maintenant. Voilà, celui-là c'est du tout venant, celui symbole, c'est du tout venant. Il est comme, enfin, vous avez dit tout, hein, moi j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, qu'il est rempli de plastique et de plein de trucs, voilà. À une époque, alors, il paraît que ça a changé, mais bon, il faudrait mieux vérifier. Il était mélangé avec les bouts de station d'épuration, donc GG. Il existe aussi le nouveau dépôt, depuis quelques années, maintenant il y a un nouveau, on ne peut plus déposer les branchages et les tontes et tout ça à la déchetterie blanche, on est obligé de les amener à une autre... Voilà, il y a derrière les pompiers, mais ça c'est hors cadre, enfin, c'est pareil, hein, les gens jettent même le sac plastique avec. Ça dépend des moments. Non, mais voilà. Ça dépend des efforts. Donc de temps en temps, c'est beaucoup plus propre. À un moment, on pouvait mettre du broyat qui était aussi mal que ça. Voilà. Alors souvent, le broyat qui est jeté, c'est Saint-Thomas, l'entreprise de déchets verts de la région, enfin, et de déchets tout court, qui gère ça, les déchets verts, qui quand ils en ont trop, ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils le vendent aussi, mais quand ils en ont, ils ne savent pas quoi en faire, ils viennent le jeter là. Les élagueurs, les débroussailleurs et tout ça, ils viennent jeter aussi là. Mais il y a aussi les particuliers qui viennent jeter et qui jettent n'importe comment. Bon, voilà. Donc ça fait un Il y a mix des des fois. étiquettes, il y a des petits points, mais c'est pas respecté du tout. Non mais voilà, des fois ça peut être sympa, des fois ça peut être pas sympa. Donc après c'est à vous de voir, d'y aller de temps en temps, et puis de voir si ça vous trouvez ça sympa ou pas. Bon bref. Après il y a donc, moi je parlais pas de ça, je parlais plus de vers Moulès et Bossel, dans cette direction. Il y a le nouveau endroit où on entrepose les déchets et tout, qui est une structure gérée par des agriculteurs qui mélangent ça apparemment avec leur fumier de vache et ils font un mélange composté et tout, puis après ils tamisent, ils criblent et tout, et ils vous vendent le terreau fini. Voilà. Et ça il y a moyen d'en acheter des quantités, et alors là je sais plus exactement parce que le prix a changé et tout, mais je crois que c'était autour de 25 € la tonne. Voilà, alors comme ça fait oh c'est pas cher et tout. En fait une tonne de terreau c'est vraiment un petit tas comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est du bon terreau, il est bien, il est tout à fait super et tout ça. Déjà
du mélange, ce que je vous expliquais. C'est le premier terreau dont on a parlé. C'est un terreau compost, quoi. C'est du mélange de broyat avec du fumier de vache. Donc c'est le top, hein, il y a vraiment pas de discussion. Mais après, c'est pas les avantages que je vous ai expliqués de la tourbe, qui va faire que dans les godets, il y aura... Parce que là, il y a de la graine, c'est sûr que ça va germer, et en plus, il a ce truc qu'il va se tasser, et qu'à force d'arrosage, au moment, il se liquéfie, et puis tous les petits particules vont descendre en bas, et ça va faire un truc un peu bizarre. Alors que la tourbe ne fait pas ça. Donc vous savez tout, après, vous faites votre choix. Moi, les Bruxelles, c'était moi, Saint-Thomas qui m'avait donné un téléphone à Moulins-et-Bruxelles, et j'ai appelé, et personne n'a jamais rien répondu. Donc voilà, parce qu'eux, ils sont agriculteurs, ils gèrent aussi les vaches, les trucs et Mais machin. quand Donc on y va, ils sont très gentils, vous avez livré déjà du compost. Ah oui, mais Voilà. c'est où exactement on peut... Juste Près de l'église. Après l'église. Et donc voilà, là, c'est possible d'aller, vaut mieux aller chercher directement plutôt que de les appeler. Bon, voilà. Pour ça, vous savez à peu près tout. Et voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Le seul truc que je voudrais vous dire, c'est que si vous mettez du tourteau de ricin, il n'y aura besoin d'aucun apport de rien du tout. Si ça ne vous branche pas de mettre du tourteau de ricin, vous voulez mettre autre chose et tout ça, il y a toujours aussi possibilité de mettre des engrais rapides. Donc, par exemple, vous pouvez faire de tout ce qui est macérat ou donc, voilà, des purins, et faire des purins d'ortie, des purins de prêle, de consou, de fruits verts, de ce que vous voulez, et de arroser les plantes avec ça. C'est possible, ça fait de l'engrais rapide que les plantes pourront assimiler tout de suite. Voilà. Donc c'est aussi une possibilité de enrichir le terreau, c'est de l'enrichir après coup. Vous semez la graine dedans et après vous rajoutez par arrosage des engrais différents, surtout par purin, quoi. Le jus de compost, c'est pas trop fort pour les Si. Si, c'est trop Ouais, fort. ouais, dans le jus de compost, on zappe. Il vaut mieux, souvent même dans les composts en général, on laisse le jus de compost s'en aller dans la terre. Et souvent, c'est pour ça que les endroits où on fait des tas de terreau, enfin des tas de compost, c'est super riche. Une fois qu'on a enlevé tout le tas, à cet endroit-là, c'est hyper riche, quoi. Parce qu'il y a tout le jus, tous les nutriments qui ont coulé, tout ce qui est très fin descend. Donc voilà, tout ce qui est très fin descend, donc dans le sol, à la suite d'un tas de compost, il y a de la richesse dans ce truc-là. D'où on met toujours le compost au même endroit, alors que c'est bien de le déplacer pour utiliser cet endroit-là qui est super riche, quoi. Voilà, donc maintenant on va passer aux graines, qui est quand même le truc le plus important. Tu m'avais dit de te rappeler l'arrosage. Ouais, je le fais à la fin. Et donc voilà, les graines. Alors, bon, pour les graines, il y a plein de choses à dire, évidemment, mais il y a plusieurs choses. Donc il y a la durabilité, la durée de germination, la durabilité des semences. Et bon, on va mettre aussi la germination. Il y a donc la durabilité et la germination, ça veut dire dans votre sachet de graines, là on parle de trucs concrets, hein, dans votre sachet de graines, comment est-ce que ça germe? D'accord? Ça veut dire que vous pouvez avoir 100 graines, il y a 100% de germination, il y a 100 graines qui germent. Sur les sachets, normalement, les bons semenciers qui font ça bien, ils marquent le taux de germination. C'est-à-dire qu'il a été testé avant d'être mis en sachet, et au moins, il faut regarder la date de la mise en sachet, parce que s'il y a marqué 2011, et puis il y a marqué 95%, bon bah on est en 2022, donc vous imaginez bien que le taux c'est plus le même. Normalement, on achète les graines de l'année précédente, d'accord? Donc on n'achète pas, achetez pas vos graines, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas faire la formation avant, n'achetez pas vos graines en septembre, ou en octobre, ou en novembre, parce que souvent ils vendent les stocks des années précédentes, d'accord? Donc si on en, par exemple là on est en 2022, vous l'auriez acheté en automne 2021, c'était pas la graine de 2021, mais la graine de 2020. Et des fois, c'est la graine de 2019 ou de 2018, selon les capacités du stock et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est à savoir vraiment de regarder l'automatisation et la date d'ensachage. Ça correspond souvent à peu près à la date de récolte, tout ça, mais bon, bien que c'est pas sûr. C'est-à-dire, c'est la date d'ensachage, c'est pas la date de production de la graine. On ne sait rien de ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu le jeu des semenciers, c'est-à-dire que c'est pas tout beau, tout rose, et que c'est comme ça aussi, c'est un business, et que donc c'est des aléas du business. Donc, la germination, on vient de le faire vite fait, on y reviendra. La durabilité, c'est de savoir la capacité germinative d'une graine, c'est-à-dire combien de temps cette graine va germer. Et disons, plutôt va germer avec un taux satisfaisant de semences, enfin, c'est-à-dire si vous avez 100 graines et qu'il n'y en a que 50 qui germent,
bon, c'est pas super, mais c'est pas non plus la mort, quoi. Avec la moitié qui germe, pas très très grave. En dessous, ça commence à devenir un peu fatigant, quoi, de semer les graines, et puis parce que comme je vous disais, par exemple, si vous faites en mini-motte ou en terrine c'est moins grave, parce que vous allez semer plein de graines, il va germer ce qui va germer, et puis s'il n'y en a pas beaucoup, bah c'est pas grave. Mais en mini-motte, quand vous semez une graine, parce qu'en mini-motte, vous semez une graine par trou, quand c'est des tomates, des aubergines, du poivron, vous semez une graine par trou. Une graine, donc ça veut dire que c'est hyper économique, hein, c'est-à-dire que vous prenez graine par graine, vous balancez pas le sachet comme ça, et c'est hyper économique, mais s'il y a 50% de germination, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec votre plaque, et il y a un plant tous les 15 000, quoi. Donc, voilà, il y a un plant sur deux qui a germé. Sachant que ça, c'est le taux de germination. Quand vous allez les faire germer, si vous ne faites pas tout ce que je vous ai expliqué avant, un bon terreau, un bon enrichissement, la serre dans la serre, la lame chauffante dessous, ou un tapis, ou n'importe quoi, ou la couche chaude, tout ça, si vous n'avez pas toutes ces conditions réunies, le taux de germination, il descend. C'est-à-dire qu'eux, quand ils font les tests de germination, c'est à 22 degrés. Hein, c'est dans les conditions optimales. Donc si vous déjà vous enlevez de tout ce que je vous ai dit les conditions optimales, vous allez descendre en germination. D'accord ? Donc c'est pour ça que plein de gens se disent toujours « Oh mais les graines c'est nul, ça germe jamais ». C'est parce que déjà il y a tout ça qui n'est pas respecté à la base. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas tout ce que je viens de vous expliquer avant, le taux de germination il va baisser, alors que sur le paquet c'est marqué 95%. Voilà. Plus ce que je vous ai dit que c'est 95%, mais bon, c'est un peu du fictif. À la mise en sachet, il y a le 95% sûrement, s'ils font vraiment le test. Parce que, donc voilà, donc, méfiez-vous quand même des sachets de graines que vous achetez. Vous ne dites pas j'achète un sachet de graines, ça va germer à 100%, c'est sûr. Voilà. Voire, bon, je vous le dis vite fait, moi je ramène les sachets de graines qui ne germent pas. Bon, moi pour le coup je respecte tout ce que je vous ai expliqué, donc pour moi c'est. Moi quand je fais ce que je fais, je suis au niveau d'un labo de germination. Donc je sais exactement là où j'en suis. Si les graines ne germent pas, je renvoie pas le sachet, mais j'appelle le semencier, je lui dis ça tu me le rembourses, tu me renvoies des sachets qui marchent et tout ça. Voilà. N'hésitez pas à le faire parce que la semence c'est pas non plus juste un produit comme ça, souvent ça coûte 2 €, 3 € le sachet, donc on se dit c'est pas grave. Mais non quand même, je veux dire, il faut que les mecs derrière ils fassent un produit qui assure et que ça marche bien. Donc voilà, n'hésitez pas. L'année dernière on a eu le cas avec les fèves. Hein. Tu l'as eu toi aussi, des fèves, d'habitude ça sort tout seul. L'année dernière, on était plusieurs à avoir des fèves qui sont passées. Ben ça, c'est vraiment, il faut contacter soit le revendeur, soit le semencier, si vous l'avez chez le semencier en direct, et lui dire tu me renvoies des sachets, je suis pas content, enfin vraiment, ça se fait quoi. Enfin, nous, c'est tout fait en tout cas. Et le semencier, c'est embêté, parce que pour tout ce que je vous ai expliqué, le semencier, bon voilà, et donc il dit bon, allez, ok, je vous les rembourse, je vous en renvoie des nouvelles, etc. Mais n'hésitez pas, la plupart des gens, ils sont déçus après les graines en disant oh non mais ça germait pas. Vraiment c'est qu'il y a un problème dans la chaîne de trucs quoi. C'est pas de votre faute à vous, majoritairement, hein, si vous faites n'importe quoi c'est de votre faute à vous. Mais si vous faites ça bien comme je vous ai expliqué, franchement il n'y a pas de raison que ça germe pas. Voilà. Et ça arrive, comme il dit Robert, ou même, enfin je sais pas, il y a plein de graines comme ça hein, qui germent pas du tout. C'est-à-dire que tu as acheté des graines et ça germe zéro. Donc franchement c'est pas acceptable. Donc moi je vous conseille de vraiment retourner voir la personne et lui dire je veux un autre lot. C'est-à-dire que nous, il nous est arrivé qu'il y a des graines qui ne germent pas, il te renvoie le même lot, marqué le numéro de lot. Si vous avez le même lot qui vous revient tout le temps et que c'est les mêmes graines, ça ne germe toujours pas. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander des remboursements et autres. Voilà, donc ça c'est la durabilité et la germination. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, des tomates, aubergines, poivrons, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, tous ces trucs-là et tout, c'est majoritairement à peu près 4 à 5 ans de durée de germination à un taux acceptable. D'accord ? Au fur et à mesure, ça descend de plus en plus. Quoi. Donc voilà, dites-vous ça, si vous achetez des graines de tomates, vous pouvez en acheter en trop, c'est pas dérangeant. Ça ne va pas être à la graine près, vous allez perdre le taux de germination. Il reste assez longtemps intéressant le taux de germination, à peu près 4-5 ans. Si elles sont bien conservées, c'est la même chose, c'est que si vous les conservez dans la serre, au soleil, qu'elles prennent l'humidité, puis qu'elles ressèchent, puis qu'elles reprennent, enfin, ça ne va pas non plus. Il faut le mettre dans un petit bac, bien fermé, à l'abri de la lumière, un endroit sec, bon, enfin voilà, en tout cas un endroit... au congélateur. Alors au congèle, souvent en fait on les conserve, on peut les conserver au congélateur parce que c'est une conservation optimale. Le problème c'est qu'il y a certaines graines qui ne supportent pas la congélation et qu'au contraire ça va faire l'inverse. Et voire l'inverse, il y a des plantes qui ont besoin, des graines qui ont besoin d'être
mise au congèle pour lever la dormance, c'est-à-dire que la graine va germer tout de suite, alors que si vous ne la mettez pas, elle ne va pas germer. Pareil, il y a des graines qu'on trempe dans l'eau pour faciliter la germination. Ça ne veut pas dire que sans être trempée dans l'eau, elle ne germe pas, elle germe à terme, mais elle met beaucoup plus de temps. Donc, par exemple, c'est le cas du persil. Classiquement, le persil, il y a plein de gens, ils sèment du persil, ça ne marche pas, il y a un brin une fois de temps en temps. Donc, soit c'est la qualité des semences, mais souvent, c'est parce qu'en fait, il a fallu les mettre dans l'eau pendant 24 heures pour qu'elle soit bien gorgée d'eau. Vous voyez, en fait, tant qu'une graine, elle est dure, sèche, et très dure, et très sèche, et qu'elle a une enveloppe autour d'elle qui est vraiment très dure, il faut le mettre dans l'eau, 24 heures, un truc comme ça. Mais bon, c'est vraiment plutôt pour tout ce qui est persil, cumin, tous ces trucs-là, qui sont vraiment des graines dures, et qui ont besoin d'être ramollies, entre guillemets, dans l'eau, pour pouvoir, après, vous avez les plantes de baobab qu'il faut scarifier, mettre dans l'eau à 90 degrés pendant 3 heures. Vous voyez qu'il y a tout un tas de trucs, mais ça, c'est la... Voilà. Le cerfeuil, j'ai jamais réussi le cerfeuil. Cerfeuil, c'est... Alors, bon, cerfeuil, donc ça a deux trucs. Vu que c'est les mêmes variétés que anis et tous ces trucs-là, c'est parce qu'il faut les tremper dans l'eau, comme le persil. Voilà. Et la deuxième truc, c'est que, donc c'est ce dont j'allais vous dire, que les tomates, c'est plutôt 5 ans, tous les autres, majoritairement, les graines, c'est plutôt 4-5 ans. Mais il y a toutes les autres qui sont pas 5 ans, qui sont plutôt 1 an ou 2 ans. Voilà. Et le cerfeuil fait partie de ça. Le cerfeuil, c'est plutôt 2 ans. Voilà. Et vous avez même des graines qui vont à 6 mois. Donc, par exemple, de l'angélique, de la livèche. Si vous ne les semez pas dans les 6 mois, c'est mort, ça ne germe plus. Voilà. Donc il y a des graines comme ça, si vous achetez des lots, par exemple, livèche angélique, c'est classique, la ciboulette ressemble à ça, la salade aussi. Si vous n'achetez pas des graines de l'année, ça ne germe plus. Vous pouvez acheter des graines de salade de je ne sais pas où, si vous les semez l'année d'après, c'est mort, il y a zéro qui germe, quoi. La ciboulette, c'est pareil. La ciboulette, il faut renouveler les graines presque toutes. Pour avoir un bon taux de germination, il faut le renouveler tous les ans. Voilà. Donc, vous voyez, il y a certaines variétés comme ça, où c'est vraiment important d'avoir de la graine fraîche et utilisable tout de suite. Et ça veut dire que, par exemple, si vous achetez de l'angélique, ou de la livèche, ou d'autres trucs comme ça, le sachet de graines que vous allez acheter, il va falloir à peu près gérer la quantité de graines que vous allez acheter, parce que ce sachet, il est à jeter l'année d'après, quoi. Voilà. Il y aura zéro qui germe, hein, je vous dis, vraiment, vous pouvez semer des tapis entiers de graines, ça ne germera pas. Voilà. Donc il y a quelques plantes comme ça qui ont des capacités de germination super basses. Ensuite, donc, la ciboulette, elle est fresque, enfin nous en tant que pro, on la renouvelle tous les ans. Vous en tant que particulier, ça peut être 2 ans, voilà, mais après c'est mort. Et les salades, c'est pareil. La première année, ça germe super bien, la deuxième année, beaucoup moins bien, et la troisième année, ça ne sert à rien de les semer. Voilà. Donc faites attention à la quantité de graines, d'où vraiment, je vous redis, plan de jardin, quantité de graines à semer, enfin, quantité de plants à obtenir, quantité de graines à semer sur le pourcentage et tout ça. Comme ça, vous commencez à avoir un truc un peu clair, parce que vous allez voir chez les semenciers, donc c'est le prochain truc, chez les semenciers, il y a plein de types de semenciers différents, et vous allez avoir plein de types de grammage de graines différentes, et en plus selon la variété, des fois il y a des graines qui sont plus petites et des fois des graines très grosses, et donc dans les sachets, il peut y avoir 100 graines comme 50 000. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple de la camomille ou de l'absinthe ou je sais pas quoi en semence, dans un sachet, même avec 1 gramme, il y a 20 000 graines. Vous voyez? Donc voilà, après si on ne peut pas acheter en dessous d'1 gramme, on va acheter d'1 gramme, voilà, mais vous en aurez vraiment beaucoup trop. Après, je sais pas, par exemple, je sais pas moi, les haricots, les capucines, les trucs et machin, c'est des grosses graines, et donc vous allez acheter un sachet de 500 grammes, et dans 500 grammes, ça va durer pareil le nombre d'années que vous allez avoir besoin. Ça sert à rien d'acheter trop de semences pour les perdre au bout d'un moment. Voilà. Donc faites, c'est ça, faites vos estimations de quantité de plants et achetez les graines en conséquence. Ça sert à rien d'acheter trop de graines, même si vous vous dites je vais les garder d'une année sur l'autre et tout. Si le grammage, le minimum, et comme je vous disais, vous en avez 20 000, vous prenez le grammage minimum. Mais voilà, des fois c'est trop. Par exemple, je vais vous dire certains semenciers, il y a des semenciers qui commencent leur truc, par exemple en tomate, aubergine, poivron, que à 500 graines. C'est-à-dire que le premier grammage, c'est 500 graines. Si vous avez besoin de 100 graines, vous allez en avoir 5 fois trop, et peut-être l'année prochaine, vous en réutiliserez une centaine encore, et l'année d'après encore 100, mais vous voyez, les 200 qui restent, ça va commencer au bout de 3 ans, 4 ans, à être vachement moins intéressant au niveau germinatif. Donc, ce sera à vous de voir, là on va arriver au semencier, c'est à vous de voir à qui vous achetez aussi comme ça. C'est-à-dire à quel semencier vous allez acheter les quantités dont vous avez besoin. Hein. Autant ça va être super intéressant d'acheter chez un semencier qui fait de la grosse quantité
pour avoir des prix intéressants et des quantités intéressantes. Autant si vous semez quelques petites graines de temps en temps, il vaut mieux acheter des sachets individuels dans lesquels il y aura des petits grammages, des petites quantités de graines, et comme ça vous ne gâchez pas. Sachant que ce sera plus cher. Il y a un équilibre à trouver. Ah ben, je vais faire du ménage alors. je vais pouvoir balancer mes graines de 2015. Je vous le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier après. Vu l'organisation que vous allez avoir, qu'il va y avoir plusieurs jardins, la même serre pour tout le monde et tout ça, je vous conseille vraiment, on en a discuté tout à l'heure à la pause, vraiment, je vous le dis maintenant, après je n'aurai pas le temps, donc je vous le dis maintenant, mais vraiment prenez-le d'importance, c'est que il faudrait que vous ayez un cahier ou une feuille, voilà, de stock de graines, de qui a semé quoi, quand, du taux de germination, de jeter les sachets qui ne marchent plus pour pas que vous vous retrouviez à ressemer, à prendre de la place sur la nappe parce qu'elle sera mini et vous n'aurez pas beaucoup de place et donc il faut optimiser vraiment ça. Donc de faire un listing de toutes les variétés que vous allez acheter et de mettre la date, donc dans le double tableau, vous mettez toutes les variétés, vous mettez le taux de germination, la date à laquelle vous les semez et combien vous en semez. Et comme ça, les gens qui arrivent après, si vous utilisez tous la serre ensemble et tout, les gens peuvent regarder ce listing et dire « Ah, bah ça a déjà été semé il y a une semaine, donc j'ai pas besoin d'en refaire. Ça germe plus, il faut jeter le sachet. » Voilà, tous ces trucs-là. Voilà. Et étiqueter, quand vous semez des trucs, il faut étiqueter chaque caisse dans laquelle vous allez semer. Un terril, un minimote, un truc, un machin. Il faut étiqueter chaque truc, non seulement pour l'organisation collective, du fait que ça se gère bien et que tout le monde ne se remette pas à semer des salades par quantité astronomique et que vous en aurez vraiment trop et que ça ne sert à rien. Et inversement aussi de savoir quelle variété vous avez et en quelle quantité. Parce que des fois, par exemple, pour le coup, les salades, il faut en semer, disons, toutes les semaines si vous en voulez régulièrement, ou tous les 15 jours. Donc il ne faut pas non plus trop semer, ou pas assez. Les tomates, les aubergines, les poivrons, c'est une fois. Vous allez faire, vous pouvez faire 2-3 semis, mais c'est dans un moment, quoi. Au mois d'avril, mai, ça ne sert plus à rien de semer des trucs qui vont arriver dans 2 mois. Ce sera en juillet, et en juillet c'est trop tard. Donc voilà, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous ayez un minimum d'organisation à ce niveau-là pour tenir la communication entre vous et savoir que vous n'allez pas trop semer de trucs, que l'autre a déjà semé. Et ne vous fiez pas non plus à vous dire une salade rouge de chêne, je vais le voir, c'est bon, c'est facile. Non, parce qu'il y a des rouges de chêne, des rouges de scie, des bétavias, des trucs, des machins, et qu'il faut marquer l'entièreté du nom de la plante. Et pareil pour les tomates. C'est-à-dire que si vous mettez tomates, ça n'aide pas, quoi. Si vous mettez des cœurs de bœuf ou des cerises ou des noix crimées ou des trucs ou des machins, il faut marquer la variété, quoi. Voilà. Et le top, c'est sur cette petite étiquette dans laquelle vous allez mettre dans la terrine, c'est de mettre tomate, cœur de bœuf, et le jour du semis. Donc, je sais pas, 12 février, tac. Comme ça, on sait que, par exemple, imaginons le mois de mars, le 12 février, il n'y a rien qu'à germer, vous prenez le sachet, vous le jetez directement. Ça ne sert à rien de stocker des trucs en se disant non, mais ça c'est peut-être on s'est raté, c'est un sachet qui l'année prochaine marchera, non, vous prenez, si ça me tord, moi ça me fait ça me tord les boyaux de jeter des graines, donc je les jette à un endroit où c'est possible. Voilà. C'est jamais. Voilà. Si ça germe, ça germe, si ça germe pas, c'est fini. Et sachant que si vous le jetez en pleine terre, c'est pas tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que le truc, il peut se faire manger, les souris, les intempéries, les trucs, les machins, enfin bon, c'est pas le même truc idéal que ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, quoi. Sachant qu'en plus, elles ont presque une germination à 0. Le temps, ça affecte le taux de germination, mais est-ce que ça peut affecter la vigorosité de la plante et éventuellement la fructification et tout ça? Alors, les tomates plus vieilles changent de... La fructification, non, c'est sûr. La force du plant, ouais. Quand on arrive vraiment à un moment où il n'y a plus que, je sais pas moi, 25-30% de germination, les 30% qui vont germer sont plus faibles que si c'était des plants de la première année, quoi. Ça c'est sûr. Donc ouais, ça affecte pas la fructification, parce que ça c'est une tomate, elle fructifie quoi qu'il arrive. Voilà, donc conservation des graines et tout ça c'est bon. Sur les graines que tu produis, toi, est-ce que, par exemple, si tu as une plante, tu as un taux de germination, enfin, une durabilité de 5 ans, est-ce que les graines que tu vas produire, elles auront une durabilité de 5 ans, quoi. Ouais. Ah ouais. Et un taux de reproductivité qui sera à peu près le même que... Exactement. Entre les semenciers et vous, il n'y a aucune différence. Si vous faites les choses bien, vous récoltez les graines bien mûres et tout ça, il n'y a aucune différence entre vous et un semencier. Vraiment, il n'y en a pas du tout. C'est juste les conditions
vraiment les conditions, ça change vachement, les conditions de stockage, ça compte vachement. Les conditions de quand est-ce que vous allez la récolter, la récolte de graines, c'est vraiment, il y a un moment particulier pour la récolte de graines. Le top, c'est de la récolter juste avant qu'elle tombe. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe, c'est dommage, mais il vaudrait mieux qu'elle soit prête à tomber. Parce que si elle s'accroche encore, ça veut dire qu'elle n'est pas finie. Enfin, il y a tout ce jeu qui est toujours, enfin de toute façon l'agriculture c'est que ça, hein, c'est des petits détails de le moment où tac, le moment où tac, voilà, tout change à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous récoltez des semences de trucs trop tôt, vraiment le taux de germination il baisse beaucoup, voire ça germe pas. Parce que les graines elles mettent une maturation, on croit des fois que c'est fini, parce que c'est tout papier, tout, on dirait que voilà, c'est tout fini et tout, mais en fait, il y a des graines qui mettent vraiment beaucoup de temps à finir d'être totalement mûres. Voilà, donc, il y a toute une histoire autour des graines. Si vous voulez faire des graines vous-même, vous pouvez, mais il faut vraiment se rencarder là-dessus. Il faut organiser le truc, lire des livres, se renseigner vraiment là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui s'improvise. S'il y a des semenciers, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs de semences, et s'il y a des producteurs de semences, c'est que c'est un vrai métier. Donc, vraiment. Le risque après c'est les pollinisations croisées. Voilà, c'est ça. Donc quand tu demandais, juste un petit aparté, tu demandais si toi tu produis des semences, nous pour le coup on produit presque 0 semences, sauf sur certaines variétés très spécifiques parce qu'on a du mal à les trouver chez les semenciers. Et là c'est notre truc de collection et tout. Mais sinon la majorité du temps on achète chez des semenciers, c'est pareil, c'est ce que je vous dis, c'est un métier, c'est pas pour rien. Il n'y a pas d'hybridation, vous êtes sûr que la variété c'est la variété. Moi par exemple, j'ai vraiment besoin d'être sûr que c'est la variété. Et moi je suis collectionneur, donc on a, je sais pas, 25 variétés de basilic. Je ne peux pas me permettre de récolter quelques graines de basilic que ce soit en ayant 25 à côté, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il va y avoir des hybridations. Il y a des plantes qui s'hybrident plus que d'autres, mais la majorité du temps ça s'hybride naturellement, c'est le truc de la diversité végétale et tout. Voilà, moi je récolte presque pas de graines à cause de ça, parce que on a peur qu'entre nos variétés ce soit plus la bonne variété et qu'on commence à développer des variétés qui sont mixées, qui sont plus la variété souche, quoi. Et pour le basilic par exemple, c'est vraiment c'est un enfer pour ça. Si vous avez un basilic grand vert, le normal, qui a l'odeur de basilic que tout le monde adore, vous le mettez, enfin vous avez d'autres basilics à côté, vous les laissez trucs, vous récoltez les graines, majoritairement elles ont un goût anisé après. Parce qu'en fait, la dominante génétique dans le basilic, c'est l'anis. Et on ne retrouve pas dans le basilic grand vert. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. C'est que c'est une plante hybridée variété. Et on choisit cette variété parce qu'elle a ce goût-là. Dès que tu commences à la mixer avec d'autres, il va y avoir des goûts qui vont se ramener, qui ne seront plus du tout le basilic grand vert. Ouais, mais même chez les semenciers, on peut avoir cette surprise. Si tu as cette surprise, tu fais la même chose que quand ça ne germe pas. Là, j'avais acheté du basilic, pas du géant, je sais plus trop quoi, et je me suis trouvé avec du basilic taille avec, tu vois. Voilà, mais ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu t'achètes un truc avec marqué un nom, s'il y a un mix dedans, laisse tomber, et si en plus c'est pas la variété, voilà. Et ça c'est pas qu'en plus souvent tu t'en rends compte 3 mois après, et c'est déjà fini, et nous quand on est producteur de plants, dire que si on nous donne un basilic sacré de Thaïlande ou tel truc ou tel machin et qu'on a acheté pour ça, parce que c'est cette variété qu'on voulait, et qu'en fait il sort autre chose, c'est mort pour cette année, quoi. C'est-à-dire que soit je recommande vite des graines, vite je les recèle, et vite on repart, mais tu vois, tu as du mal à t'en rendre compte. Et des tomates, si les tomates sont mixées, vous vous en rendez compte que 5 mois après, quand les fruits ils sont faits, ils sont mûrs. C'est-à-dire que tu as acheté des cœurs de bœuf, mais en fait c'est noir crimé, tu le sais pas. Et nous, pour le coup, on est professionnels, donc si on vend des plants à des gens qui veulent choisissent 4 plants dedans et ils prennent un cœur de bœuf, un truc, un machin, et qu'il n'a pas sa variété dedans, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, ça c'est aussi une raison de recontacter les semenciers. Donc voilà, au niveau, donc, on va passer tout de suite aux semenciers, à qui vous pouvez acheter ces semences et les particularités qu'ils ont les uns les autres. Et après il reste 2-3 petits trucs. Voilà. Donc je vous fais ce truc sur les semenciers particulièrement parce que ça va me permettre de parler de plein de choses différentes et surtout parce que moi je veux qu'à la fin vous puissiez acheter des semences quelque part et vous dire c'est là qu'on va acheter tout ça, quoi. La majorité du temps, il ne faut pas avoir peur de diversifier les achats. C'est-à-dire de dire j'achète un peu chez Biogerm, un peu chez Truc, un peu chez machin. Il y aura des frais d'envoi en plus, c'est-à-dire 5 € le prix d'un sachet, souvent ou de 2 sachets. Donc voilà, il y a des prix d'envoi, mais vaut mieux avoir des frais d'envoi et des variétés qu'il faut ou la quantité qu'il faut, plutôt que de ne pas payer le frais d'envoi et d'essayer de prendre tout chez le même semencier, alors que ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez.
Donc moi, je vous conseille de diversifier les achats et de prendre chez plusieurs semenciers en même temps. Donc, bon, je vais faire par là, je vous rappelle. Donc, je vous les note tous et puis après on les fait un par un. Bon, pareil, hein, je vous en mets plein pour que vous ayez le choix le plus possible. Bon, il y en a vraiment plein. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors. Ah oui. Il y a plein de... Alliés. Ouais, bien oui. Alors, je vous les ai mis en deux colonnes pour une raison claire. Donc, il y en a beaucoup. C'est normal parce que c'est la diversité des trucs. Donc voilà, parce que vous n'allez pas trouver les mêmes variétés chez les mêmes semenciers. Tout le monde ne fait pas tout et tout le monde a des variétés différentes à aller regarder dans les catalogues. C'est des catalogues, donc tout le monde ne fait pas tout et vous allez trouver des trucs super intéressants chez l'un, chez l'autre, chez ci, chez ça, et ils ne font pas tous les mêmes variétés. Donc la diversité végétale, elle est dans la diversité des semenciers. Il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement. Donc évidemment, cette diversité, c'est si vous cherchez des trucs spéciaux. Si vous cherchez des cœurs de bœuf, tout le monde a des cœurs de bœuf là-dedans. Voilà. Mais après, c'est surtout selon ce que vous allez vouloir comme variété, la petite sucrine du berry, le truc, le machin, voilà. Voilà, des variétés anciennes, des variétés hybrides, des trucs, des machins, il y a tout qui existe. Donc, on va les prendre comme ça tous ensemble. Ça, je l'ai fait après. Donc, vous allez voir pour une raison simple. Donc, je vous mets un P à côté de là où c'est des producteurs. Ça va déjà clarifier comme ça. Le gros P, oui. Ouais, un T. Voilà. Germain, Alors, il y a bio, je vous les cite comme ça, vous les avez. Donc, biogerme, SM bio, agro-semence, germinance, graines del país, la migraine, graines del país, semaille, ducreté, graines Vols, VOLTZ. Et après, Cocopelli, Beaumont et Ferme de Saint-Marc. Tu m'as dit Bolt et ensuite c'est quoi? Ducreté. D-U-C-R-E. Il faudra écrire un peu mieux la prochaine fois. Quoi. Alors, donc, tout ce qui est épais, c'est que c'est créé par des gens, des êtres humains sur Terre, identifiables, et souvent des petits producteurs entre guillemets. C'est-à-dire que derrière ça, c'est tout le truc, si vous êtes sensible à la vente directe, aux producteurs et tout ça, là il y a des vrais gens derrière. Les autres sont des acheteurs de semences et des revendeurs de semences. Donc ça peut être autant le plus gros semencier américain qui produit des centaines de tonnes de kilos de graines, chez qui eux ils vont acheter 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo, et qu'après ils vont remettre en sachet dans des petits sachets de 2 grammes, tout ça. Voilà. Donc après, cette marque, c'est pas des producteurs. Ah, c'est ce que j'allais dire. on n'en est pas là encore. J'ai dit que je faisais cette colonne, et l'autre colonne après. Non, espèce d'organisme. Ah oui, un peu de discipline. Voilà, donc P égale producteur, des gens comme moi, des êtres humains qui font des trucs avec leurs mains et qui font, là pour le coup, des semences. Donc la majorité des gens qui font des semences font des semences. Pas comme toi, tu veux pas de semences. Non, mais comme moi, dans le sens, comme moi, être humain, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un énorme semencier dont on ne sait pas où, qui a un catalogue de dingue, et chez qui ils vont acheter, tac, 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 et puis après ils te revendent à toi. C'est pas des revendeurs, c'est des producteurs. Quoi. Il y a aussi Pascal Pot. Ouais, on pourrait en parler, mais c'est vraiment un autre sujet total. C'est-à-dire que
il a une diversité, on peut le rajouter. Hein, c'est comme ça. Ouais, oui, je crois que c'est comme ça. C'est quoi le mot au-dessus de vote? Ducreté. Ducreté, merci. Et du Crété et les Symbio, c'est pareil, je crois qu'ils étaient des producteurs. Alors non, voilà. Donc vous allez découvrir des trucs, voilà, il y a certains trucs on voit que c'est des producteurs, mais ça n'en est pas. Et Symbio ont certaines variétés qui sont produites, mais je préfère ne pas les mettre en producteur parce que la majorité c'est de l'achat-revente. Donc voilà, c'est la différence juste entre des gens qui produisent et de l'achat-revente sur un catalogue de gros semenciers, c'est tout. Après, ça n'empêche pas, moi j'achète beaucoup de vannes chez Symbio, voilà, faites vos choix, mais il faut le savoir. Donc voilà. Tous, ils sont pareils, hein, là pour le coup, une fois qu'on a dit ça, ils sont tous pareils, c'est-à-dire vous avez des grammages, des nombres de graines, souvent c'est, par exemple les Symbio, ils font beaucoup de la grosse quantité, mais ça ne veut pas dire de la giga quantité, hein, il y a de tout. Vous pouvez avoir, par exemple les tomates, ça commence à 500 graines, si vous n'avez pas besoin de 500 graines, il faut taper ailleurs. Mais si 500 graines ça vous va, le prix, alors, les prix se valent à peu près tous pour tout le monde, hein, voilà. Et Symbio, ils sont quand même un petit peu moins chers que tout le monde. Voilà, parce qu'ils font de la quantité. Et Symbio, l'avantage, l'ail par exemple, ça revenait à 15 € le kilo. Voilà, chez les Symbio, souvent les prix sont vachement bien. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Après, le reste, ça se vaut vraiment beaucoup. Vous allez commencer, et puis c'est hyper dur à comparer. Certains vendent au gramme, certains ils vendent aux graines. Donc quand tu as 500 grammes, bon, je ne fais pas le calcul, mais bon, voilà, vous avez compris. Il y a des fois, il faut faire le calcul de combien de grammes par gramme, le truc, machin, c'est un peu compliqué. Mais regardez d'abord ce que vous avez besoin en quantité une fois réuni et de voir qu'est-ce que vous avez envie, plutôt des graines de producteurs, et puis la variété. Parce que la variété va vachement changer. Tu peux acheter des courgettes, mais dans les courgettes, il y en a 70 des variétés. Donc c'est quelle courgette tu veux, est-ce que tu veux qu'elle soit verte, avec une petite tache, pas de tache, grosse, moyenne, un truc machin. Tout ça, c'est le truc des variétés. Je vous en parle pas parce que c'est vraiment trop long, mais voilà, les variétés font que les fruits sont plus différents et que si l'on goûte, tout ça. Voilà. Bon, bah, le seul truc que je vous invite, c'est d'aller regarder les catalogues, parce que de toute façon, vous allez voir, c'est des catalogues de dingue. Il y a toujours plein de variétés, les catalogues sont hyper grands, voilà, enfin, il y a vraiment trop de variétés pour en parler. Voilà, ce qui différencie, c'est vraiment surtout ça. Et Symbio, c'est plutôt de la grosse quantité, c'est-à-dire que par exemple pour les salades, c'est par centaines ou par milliers, donc vous, ça va peut-être faire un peu trop, quoi. Et pareil pour les tomates et trucs et machin. Après, tous les autres se valent, ils ont à peu près tous des petits grammages et des gros grammages, quand ils sont adaptés aux professionnels. Par exemple, Graines del País ne fait pas trop de gros grammages, c'est plutôt du petit grammage. Germinance, ils ont tout, Biogerm, ils ont tout, Semaille, ils ont tout, Ducreté, ils ont tout, tout le monde, voilà, majoritairement tout le monde a tout, mais c'est pas la même chose au niveau des variétés. Ensuite, il y a ceux qui sont bio et ceux qui ne sont pas bio. D'accord ? Là, par exemple, Ducreté a une petite gamme bio dans son catalogue, mais c'est une petite gamme. Semaille, je pense, est entièrement bio, Graines del País, c'est entièrement bio, Germinance aussi, Biogerm aussi, et Symbio aussi. Agrosemence, il y a un mix, Ducreté, il y a un mix, Volz, il y a un mix, et Pout, je sais pas trop. Je pense qu'il est en bio. Oui, oui. Voilà. Donc je pense que vous voulez faire intégralement que là. Donc lui, il aurait et producteur et bio. Mais vous avez compris là, majoritairement, bon, le bio, on ne peut plus l'éviter aujourd'hui. Et donc, tout le monde a une gamme bio ou est entièrement en bio. Bon, voilà. Voilà, donc il faut regarder la date de mise en sachet, le taux de germination. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que d'aller regarder les variétés que vous voulez, d'où l'intérêt aussi de se regrouper et de réfléchir à quelle variété on veut, qu'on ne veut pas, quel truc, machin, la quantité de plants, Après, quand on va sur le site pour faire notre commande, c'est marqué l'année de la récolte, le lot de la récolte. Tout est marqué, tout le temps. C'est pas juste quand on reçoit le sachet. Non, tout est marqué. Tout est marqué tout le temps. Tout est marqué tout le temps et vous pouvez majoritairement presque tout commander sur internet aujourd'hui. Ouais, non, quoi, parce que typiquement Seine-Marthe, ils envoient le catalogue 2022, mais ils l'ont envoyé avant qu'on soit en 2022, donc ils n'avaient pas vu la production de. Bref, si c'est mais je veux essayer de savoir ce qu'ils vont avoir. Voilà. Et surtout qu'ils sont dans une autre case, et que c'est pas pour rien, c'est peut-être du stock de 2011, 12, 13, je n'en sais rien. Voilà. Et voilà, donc je vous invite à aller regarder, on ne peut pas parler des variétés, il y a vraiment trop de trucs à dire et tout, donc vous allez regarder, vous faites votre choix selon vos discussions en interne entre vous, et voilà. Donc on va passer maintenant à eux.
Bon, je vais essayer de ne pas faire dans les détails, hein, je vais essayer d'aller vite, vous m'excuserez s'il y a des trucs, c'est un peu approximatif et rapide. Cocopelli, c'est génial parce que c'est la meilleure banque de graines qui puisse exister. Là, niveau diversité, ça les bat tous d'un coup, tout de suite, c'est sûr. Le catalogue de Cocopelli, c'est un livre qui fait cette taille-là et qui fait 1000 pages. Donc le catalogue de Cocopelli est inégalable. D'accord? Ils se battent pour la liberté de la semence, tout ça c'est génial, et tout ça et tout ça. Sauf que chez Cocopelli, presque ça ne germe pas bien du tout. Voilà. Donc si vous avez acheté des graines Cocopelli pour la lutte de la semence libre, c'est super, mais ça ne germe pas. Donc vous faites votre choix, sachant qu'il y a un livre qui a été publié sur Cocopelli qui explique les dessous de la structure Cocopelli et que c'est vraiment pas ragoûtant du tout. Voilà. Donc je vous laisse lire ce livre qui est vraiment super intéressant. Et voilà. Beaumont, pareil, le catalogue est dingue. C'est un truc gigantesque avec des variétés incroyables qu'on trouve nulle part. Mais alors eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas éthiques, ils ne sont pas dans le bio, ils ne sont rien du tout. C'est vraiment des acheteurs de variétés à droite à gauche. Et pour vous dire, Beaumont a mis Cocopelli en procès. Pour vente illégale de variétés non inscrites au catalogue, enfin, bon, c'est la guerre entre les deux, sachant que Cocopelli représente plutôt les petits, mignons, gentils. Bien que ce ne soit pas vrai du tout, parce que franchement, c'est pas classe. Voilà. Et Beaumont a des variétés de dingue que vous ne trouverez jamais ailleurs. Même moi, ça m'arrache le cœur d'acheter des graines chez Beaumont, même s'il y a des trucs de fou qui seraient super intéressants pour ma collection. Mais, bon, bref, des fois, majoritairement, je m'interdis d'acheter des graines chez Beaumont. Voilà. Mais après, vous faites ce que vous voulez, c'est juste, je vous dis qu'il y a quand même des petits choix à faire. Bon, il y a déjà tout ça à côté. Donc il n'y a pas trop besoin de s'embêter, sachant que vraiment il y a des graines que vous ne trouverez jamais ailleurs que chez Beaumont. Donc si vous voulez un truc hyper particulier, il n'y aura que Beaumont qui le fera. Voilà. Et alors la ferme de Sainte-Marthe, alors c'est mignon, c'est gentil, c'est tout plein, c'est plein de bienveillance et autres, mais ça coûte un bras, les graines elles ne germent pas, et souvent c'est de l'arnaque à la beauté, à la vie, tout ça. C'est trop cher, il n'y a pas assez de graines. Les graines, elles ne germent pas et ça coûte un bras. Bon. Voilà. Faites ce que vous voulez. En fait, il y a la liste rouge, en fait. Ça, c'est mieux. Ça, c'est pas top. Mais vous faites comme vous voulez. Pareil, si vous trouvez, nous, on fait ça. Hein. Cocopelli, on ne s'interdit pas d'acheter des graines. Les deux autres, j'achète jamais des graines chez eux. Cocopelli, je ne m'interdis pas dans le sens qu'ils ont une banque de graines incroyable. Et alors, pour ceux qui pensent que Cocopelli sont des producteurs et fabriquent toutes leurs graines et tout ça, c'est faux, totalement faux. Ils n'achètent qu'à des gros semenciers. Cocopelli, qui pour la libération des graines, tout ce que tout le monde peut penser sur Cocopelli, achète chez le plus gros semencier américain, qui est en partie possédé par Monsanto et tout ça. Donc voilà, et le prix des graines est assez cher, surtout pour les trucs qui ne germent pas. Voilà. Mais voilà, je voulais juste vous dire que moi des fois j'achète des graines chez eux. Des graines de Sainte-Marthe, ça marche pas. Moi parce que des fois j'achète des graines chez eux parce que par exemple vous avez un basilic, enfin regardez la page des basilics, c'est hallucinant, la page des tomates c'est hallucinant. S'il y a une variété qui vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement que de la vouloir. Moi j'achète chez Cocopelli, pas chez Beaumont mais plutôt chez Cocopelli. Ça germe très très peu, mais je fabrique mes graines sur une année. C'est le seul moment où je fabrique des graines. C'est-à-dire qu'on prend une variété de basilic et on va la développer avec les 10 graines qui vont germer dans le sachet. Souvent on en commande 2-3 sachets et on les sème tous d'un coup et on voit ce qui germe, on récupère ce qui germe, on les met en plantation, on récupère les graines l'année d'après en espérant que ce n'est pas trop hybridé. Et voilà. Donc c'est le seul moment où on achète des graines chez Cocopelli, c'est pour la banque de variétés qui existe. Voilà. Et donc on arrive à la fin, en tout cas surtout au niveau du temps. Ouais, on peut l'arrêter. Là, tu peux baisser un peu. Ouais, éteindre. L'éteindre carrément. Ouais, c'est vrai. 15, c'est super. Ça se fait froid. Voilà, déjà que c'était un gros boulot de trouver les semences chez les semenciers. Toi, tu briques déjà deux. Donc alors, il y a juste un dernier truc, je vais réinsister, je vous ai dit à peu près, enfin je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Il y a un seul truc que j'ai pas dit et que je ne dirai pas, c'est sur les plantes compagnes. Parce que, bon, c'est pareil, mais ce sera plutôt au niveau plantation, et vu que c'est avant, c'est le 24, vous avez mis là, le 25, voilà, le 25 janvier, la formation sur les plantations. Donc là, c'est pour le coup, c'est plutôt de la pleine terre, c'est pas du hors-sol comme on a fait en pépinière, là c'est plutôt de la plantation en pleine terre. Et là, je mets
semons-là, parce que comme je vous ai dit, prendre un mini plant et le mettre, faire un trou et le mettre dans la terre, c'est pas non plus le truc le plus dingue sur lequel je vais passer 1 heure. Voilà. Par contre, il y a tout plein de trucs à semer en pleine terre, voilà, l'espacement et tout ça. Et après, surtout, les plants de compagne, c'est-à-dire qui mettre avec qui, comment les mettre, tout ça et tout ça. Donc ça, j'aurais pu en parler là, mais bon, ça va être vraiment trop long, donc ça sert à rien. C'était pour vous dire, en fait, à la base, c'était juste pour vous dire que quand vous faites les commandes de graines, il y a, disons, les légumes rois, la tomate, l'aubergine, le poivron, la courgette, le truc, le machin, et puis il y a toutes les plantes de compagne, donc des trucs que peut-être d'habitude vous n'achèteriez pas, mais qui en fait sont super à semer au milieu du reste, en association ou en diversification. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais aussi l'aborder juste en semences, pour vous dire, quand vous faites les commandes de semences, disons attendez le 24 ou je sais pas quoi, enfin, pour que vous puissiez, ou alors commencez vous à chercher sur les plantes de compagne, à regarder qui va avec quoi. Donc il existe, alors plan de compagne, moi je dis plan de compagne parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais il y a aussi culture associée, plantes associées, comment ils appellent ça, les guildes d'ensemble. Voilà, et puis il y a plein de termes différents selon les écoles, les trucs, les machins, donc selon ce qu'ils ont envie de dire. Le but, je ne sais pas si vous avez compris, c'est que les plantes, en les mettant les unes à côté des autres, ça va favoriser la culture de l'une et de l'autre, voire ça les marie super bien, ça fait des symbioses, des trucs, des machins. Donc voilà, le but c'est juste de les planter l'une à côté de l'autre. Et souvent c'est association légumes aromatiques. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent sur l'aromatique, on y reviendra encore plus dans ce moment-là où on fera la plantation. Et le dernier truc sur lequel je veux insister, c'est, et là après on a vraiment fini, c'est vraiment ce truc de rétro-planning, plan de jardin, quantité de graines à semer et tout, vraiment. Enfin, et le cahier de semences, le truc du calendrier, je vous réinsiste là-dessus, maintenant que tout est au clair, vraiment faites un rétro-planning, c'est-à-dire de dire qu'on veut planter les tomates le 15 mai, donc ça veut dire qu'on enlève 2 mois et on plante le 15 février, donc, sauf si vous faites 1 mois, donc ça veut dire que ce soit plutôt le 15 mars. Faites ce rétro-planning. Calculez le nombre de plants fictifs qu'il va y avoir dans votre plan de jardin fictif. Ça vous donne une idée déjà, et puis ça collectivise le fait que si vous achetez les semences en France, vous utilisez tous la même serre et tout ça. Les dates et tout ça. Et ensuite, de voir chez qui vous allez acheter, quelle quantité, selon donc, tout ce que je vous ai dit avant, parce que vous allez voir au niveau grammes, au niveau graines, au niveau trucs et machin, des fois c'est pas exactement ce que vous voulez, ou c'est trop, ou c'est pas assez et tout ça. Voilà. Pour ce truc-là, on aurait pu les acheter ensemble, mais pour le coup, franchement, je préfère pas qu'on les achète ensemble, parce que moi, c'est déjà trop compliqué. Enfin, moi, j'ai à peu près 250-300 variétés d'aromatiques médicinales, plus 70 variétés de légumes, donc je ne peux pas gérer avec vous les quantités de semences et tout, moi, j'ai déjà trop de trucs à gérer. Mais par contre, pour le terreau, les plaques, les trucs, on peut faire les godets et tout ça, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on peut le faire. Mais ça, pour moi, c'est vraiment trop compliqué. C'est-à-dire que moi, en plus, j'en ai encore d'autres. Je vous les ai pas mis parce que c'est des trucs vraiment trop spécifiques, mais on achète des semences en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Donc je vous rajoute pas tout ça parce que sinon je ne sors plus. Et voilà, c'est bon quoi. Voilà. Et voilà, pour moi c'est bon. Donc si vous avez des questions, normalement il est l'heure pile poil. T'as pas parlé du moment des semis? Parce que vaut mieux le faire au moment de la plantation. D'accord. Non, parce que par exemple, tu t'occupes pas de la lune descendante, montante, tout ça. Alors voilà, c'est un des trucs que j'avais pris aussi. Donc il existe ça. Donc c'est un livre pour jardiner avec la lune. Il y en a plein qui en font, des catalogues, il y en a plein. Là c'est Rustica, mais il existe aussi celui de l'association Séminis, qui est les biodynamistes. Vraiment, alors si ça vous fait délirer de jardiner avec la lune, prenez plutôt celui des biodynamistes. Il est vachement plus complet, c'est leur délire quoi, les biodynamistes, ils travaillent avec les sphères célestes et tout ça. Donc si vous voulez un truc vraiment calé sur la Lune, prenez plutôt le catalogue des biodynamistes. Je crois qu'il est à la Biocop. Voilà, il est à la Biocop, il est à la Biocop. Et celui-là est bien parce qu'il est assez simple, c'est plus facile, c'est plus rapide, enfin bon, c'est un petit peu plus vulgarisé quoi, voilà. Bon nous on va le faire, donc on va le faire, mais voilà. Aussi, puis il y a ces histoires. Alors, bon, non, en fait, après ça c'est une... Oui, mais ça c'est chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Après, il y a des... J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut spécifier Parce qu'il y a les
truc, c'est-à-dire que juste pour vite fait dire un truc, et après il faut que je fasse l'arrosage. Pour dire un truc vite fait, si tu n'y crois pas et que tu fais le test, ça marche moins bien. C'est comme avec l'homéopathie. C'est pas une histoire de plantes racines et de plantes. Voilà. Mais si, ouais. Ça, c'est déjà une grosse. Vite fait, Ouais. en gros, chaque planète, les 12 planètes, mais donc disons les 12 planètes, les mois de l'année, les jours et tout ça, les influences astrales de chacune des planètes. Voilà. Donc ça c'est ce qui est marqué dans ce côté-là, c'est-à-dire quand est-ce qu'on passe d'une planète à une autre, d'une constellation, d'une influence planétaire à une autre. Et là c'est le truc sur la Lune, donc est-ce qu'elle est descendante, quart descendante, tout ça. Ouais. Et ensuite, bon évidemment vous avez les jours, et après il y a un jour feuille, un jour fruit, un jour racine. Voilà. Et souvent, la complexité, alors c'est pour ça que au-delà de la croyance, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, ça vous ferez votre idée personnelle. Mais il y a un truc qui est compliqué, par exemple nous en aromatique médicinale, on plante que de la feuille, parce qu'on fait que de la feuille, du basilic, des romarins, des trucs, des machins. Donc nous les jours feuilles, on était en dinguerie quoi. Le jour il faut semer les feuilles, et comme ça arrive une fois de temps en temps, c'est-à-dire que moi, 6 je peux semer, 15 je peux semer. Il suffit qu'il y ait un nœud lunaire à ce moment-là, je ne peux pas semer, donc ça me reporte à encore 2 semaines après, et donc pour moi c'était pas possible. Mais c'est au niveau professionnel. Quand on était jardinier amateur, on faisait comme ça. Voilà. Parce qu'en plus, à la différence juste du fait que est-ce que ça marche ou pas, ça organise le jardin. C'est-à-dire que tu te dis, bon bah aujourd'hui je m'occupe des fruits, demain je m'occupe des racines. Et ça aide aussi à ça, ça vous fait un petit planning en fait quoi. Et en plus, ça vous dit au fur et à mesure du temps, carottes, semer, je sais pas, les betteraves, semer les carottes, semer les poireaux. Et en plus, vous avez des noms de variétés. Il y a des noms de variétés qui correspondent, parce qu'une variété, elle peut être semée en mars, mais une autre variété va être semée en mai. Voilà. Et donc, selon ça, voilà. Donc là, il y a plein d'idées aussi de savoir quelles variétés sont intéressantes, quelles variétés sont plus rustiques, plus précoces, trucs, machin, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'infos. Ça fait un calendrier. Voilà, et ça fait un calendrier de jardin, donc à utiliser soit stricto sensu, soit à dire non, mais moi je fais ce que je veux, voilà. Et, mais par contre, ça vous donne quand même les influences astrales. Si vous êtes calé après en planète, il y a certains trucs qui sont clairs. Voilà. Bon, enfin, bon, de gravité, les planètes, l'impact de leur gravité justement sur la Terre, sur les plantes, excusez-moi du peu. Enfin, bon, je ne veux pas expliquer là-dessus. Moi, j'y crois pas trop. Mais bon, je suis avec deux jardinières qui sont à fond là-dedans, donc on va... C'est évident. Exactement. C'est évident que ça agit. C'est évident. Sur les marais, il y a sur les marais et sur le la boue, Elle joue sur les marais, elle joue pas sur les marais. Bon. mais si, du beurre, sans forcer, ça agit. Et moi j'avais une question, quand la date, c'est la date où on ne fait jamais la graine? Mais bon, on te parle des planètes. La date, on la met dans la terre. Et si on la met dans l'eau avant? Je sais pas si ça doit C'est la date dans l'eau. C'est pas une histoire de Je recyclage. suis pas complètement logique à côté. Ah oui, le recyclage aussi. Quand on le remet en terre, il faut suivre aussi On est sur l'armée. Non. Ah non. Ah, attendez. Pour reprendre une seconde, comme ça on finit cette histoire, après on débat de ce que vous voulez. Il y a des trucs, c'est que, par exemple, elle me demandait si le semis qu'on marque, quelle date on marque la date à partir du moment où on met la graine dans du terreau, enfin dans de la terre. Voilà. C'est à cette date, on marque la date où on a enfoui la graine. D'accord ? Ensuite, il y a aussi une question d'arrosage. Si par exemple c'est dans l'eau, vous les mettez comme le persil, le cumin, des choses comme ça, vous le mettez au moment où vous mettez dans l'eau. D'accord ? Et de toute façon, on s'en fiche. D'un côté, on s'en fiche. C'est juste, voilà, on n'est pas au jour près. Si vous laissez 24 heures dans l'eau et que vous notez pour le jour d'après ou le jour d'avant, on s'en fiche. Sachant que des fois, le persil, ça peut mettre 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant d'être transplantable. Donc, vous voyez, on s'en fiche du jour près. Voilà. Après, la date, c'est juste bien pour savoir que, par exemple, si vous faites des salades toutes les semaines, et ben, vous allez noter toutes les semaines, et comme ça, là, pour le coup, on est un peu au jour près, alors, pas exactement non plus, mais vous voyez, on est un peu plus au jour près. Si
si vous faites tous les 15 jours, c'est bien de savoir que c'était vraiment il y a 15 jours, et pas il y a une semaine, et pas il y a 2 jours, sinon vous allez retrouver des quantités de salade pas possible. Voilà, donc c'est surtout pour ça que ça sert. Et l'arrosage, en vite fait, on arrose vraiment, alors quand on parle des semis en terrine, en mini-motte, dans de la tourbe, hein, dans les sacs de terreau normaux, ces trucs-là, il ne faut pas laisser sécher le terreau. D'accord, quoi que ce soit comme variété de semences, si c'est de la tourbe, il ne faut pas que ça sèche. Donc ça veut dire pas non plus que ce soit toujours humide, parce que si c'est toujours, c'est-à-dire vous pouvez laisser un jour ou 2 ou 3 entre les arrosages. D'accord, majoritairement, une plante, un semis sous-abri, abri, avec chauffage, c'est tous les jours. D'accord. Si il y a quelques plantes particulières, le thym, le romarin, toutes les plantes de terrain sec que vous comprenez bien qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage, il faut limiter un peu l'arrosage. C'est-à-dire que quand vous allez arroser tout, et le thym, vous allez regarder s'il y a besoin ou pas. Voilà. Et ça, vraiment, après, c'est une question, je ne peux pas vous dire, voilà, vous pouvez laisser passer 2 jours. Vu que ça chauffe, il faut vous dire tout le temps que vu que ça chauffe, ça sèche le terreau. Et ça sèche en dessous. Et donc, vous ne voyez pas. Et donc, si humide, c'est humide au-dessus, ça ne veut pas dire qu'en dessous, c'est pas méga sec. La tourbe, elle a un seul inconvénient vrai, c'est que quand elle est sèche, elle est sèche. Pour réussir à la réhydrater, c'est une galère. Vraiment, c'est-à-dire que vous ferez l'expérience, vous mettez la tourbe à sécher complètement et que vous essayez de l'arroser, des fois, l'eau elle coule tout de suite, et après, il faut l'arroser 10 fois des fois avant qu'elle redevienne humide. Donc, voilà. Et donc, par capillarité, c'est super, mais pour vous, dans les semis comme ça, il faut faire gaffe à la capillarité parce que par l'effet de capillarité, l'eau monte, donc elle touche les éléments et elle monte, et des fois, elle pousse bêtement la graine, qui elle est un peu plus sèche que la terre, elle pousse la graine vers le haut. Et la graine n'est pas encore, elle flotte, elle n'est pas encore germée. Et donc des fois, vous retrouvez les graines de basilic, c'est particulièrement comme ça, les tomates aussi, elles ont tendance à remonter. Voilà. Donc faites attention à ce. Moi, je vous conseille d'arroser par au-dessus, d'arroser avec parcimonie, quitte à arroser 1 fois ou 2 fois par jour, si vous voyez que là, vous en faites pas trop. Franchement, il n'y a pas de règle du tout que je puisse vous dire, c'est pour ça que l'arrosage, j'avais mis un peu de côté, il n'y a pas de règle concrète que je puisse vous dire, bon, à part vous dire presque qu'il faut arroser tous les jours, voire des fois quand il fait très chaud, d'arroser 2 fois par jour, pour des semis, parce qu'ils sont quand même dans des toutes petites plaques comme ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de terre, et s'ils sèchent, ils ont une capacité de résilience qui est faible, vu qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de terreau, ils n'ont pas beaucoup de racines, ils peuvent mourir très vite. Et la tourbe a tendance à sécher assez vite, et à ne pas récupérer l'eau. Donc, sachant tout ça, il vaut mieux arroser un petit peu tous les jours, sauf le thym, le romarin ou des plantes comme ça. Et dès que vous voyez, en godet, si vous avez respecté tout ce qu'il faut, en minimum, si vous avez respecté tout ce qu'il faut, si ça jaunit, c'est que c'est trop arrosé. Voilà. Donc, il n'y a pas de choix. Ou alors, vous n'avez pas enrichi du tout, et le truc, il n'en peut plus, et il jaunit parce qu'il n'y a pas assez à manger. Les feuilles. Les feuilles, voilà. Si ça jaunit, c'est que c'est pas assez arrosé. Trop arrosé. C'est trop. Et donc, faites juste attention de ne pas trop arroser, parce que la tourbe, ce que je vous expliquais, elle a cette tendance à garder l'eau, et quand l'eau elle est gardée, quoi. Surtout dans des mini-mottes comme ça, en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire un truc... Et on vaporise pas? Non, ça sert à rien. Alors, on va renverser l'eau. Alors, il faut pas trop arroser avec des arrosoirs ambiance... Ça arrose comme ça, parce que vous allez voir, ça va faire un carnage dans les mini-mottes, un carnage dans les terrines, parce que l'eau, ça bouge comme ça fait n'importe quoi. Des fois, il y a de l'eau qui monte en surface, qui va remonter toute la terre, les graines, le truc, le machin. Il faut une paume super fine, avec des trous tout petits, super fins. Grille métallique, quoi. Ouais, voilà, grille métallique, très micro-perforée, là. Et si vous avez de la pression, qu'il n'y ait pas trop de pression. Parce que pareil, la pression, ça fait de l'érosion, quoi. Donc voilà, et vaporiser, c'est super bien pour les plantes qui ont un fort besoin en eau. C'est-à-dire que vous pouvez arroser tout le monde, et si elles ont besoin de plus, vous leur mettez un petit coup de pchit-pchit. Voilà. Et ça peut arriver, donc ça c'est vraiment, c'est pas top, mais voilà, ça peut arriver que les plantes elles prennent un coup de chaud, parce que la personne missionnée pour ouvrir le matin a raté sa mission. Voilà. Là, vous pouvez les pchit-pchiter. Là, vous pouvez faire du pchit-pchit partout parce que sur les feuilles, tout de suite, en plus, franchement, on ouvre pour ça, pour enlever l'humidité qu'il y a sur les feuilles. Donc voilà, le but du jeu, on
n'essaye pas d'en rajouter, mais quand elles prennent un coup de chaud et trucs et machin, de mettre de l'eau, ça les refroidit. Et si vous arrivez un jour que ça crame, alors soit ça crame, c'est mort, ben c'est mort quoi, mais il y en a sûrement qui vont tenir là-dedans, un petit purin de consoude, ça aide à ce que les cellules se reconstituent et se refortifient. Donc voilà, si tout n'est pas mort, un petit purin de consoude c'est super pour recalmer toutes les plantes qui ont pris un gros coup de chaud. Donc apparemment, d'après ce que j'ai dit, mis à part la remontée des graines, je peux conserver le système de la piscine. Quoi. Moi, c'est pas vraiment ça. Si, mais voilà, ça peut faire remonter les graines, ça peut humidifier trop le terreau, parce que c'est vu que c'est par capillarité, le dessous sera humide, et plus ça monte vers le haut, moins c'est humide, tu vois. Et vu que ça sèche aussi par au-dessus, ça sèche par en dessous et par au-dessus. Donc si tu amènes par en dessous, ça va avoir tendance à surtout humidifier le bas et pas tout le haut. Et si tu arroses par au-dessus, ça a tendance à plus humidifier le haut que le bas. Et vu que c'est le bas qui est chauffé, ça a tendance à sécher le bas. Donc c'est un choix. Et surtout, voilà, mais surtout c'est à la conception du bac en lui-même. Est-ce que le bac il est hermétique? Est-ce qu'il laisse passer l'eau? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu veux les baigner, il faut que ton dessous de bac... Oui, qu'elle puisse évacuer. Voilà, soit qu'il soit évacué, mais surtout déjà qu'il la garde l'eau. Parce que si tu fais un bac sable avec sable chauffant, l'eau elle se barre tout de suite. Ou alors tu mets une bâche entre les deux, et ce qui fait que ça garde l'eau. Et tu vois, c'est la conception du bac. Moi, tu les prends et tu les bassines. Je les trempe et puis je les sois après. Si vous arrosez une fois tous les jours, il n'y aura jamais de problème, il n'y aura pas besoin de bassiner. Et c'est franchement tellement facile de faire. Mais il n'y a pas de problème de battance d'eau là sur... Non, parce que avec ce truc micro-perforé là, ça fait un jet vraiment très très fin. Et pareil, donc bon, ça après c'est des techniques précises et tout, mais quand on arrose, souvent vous arrosez vite, quitte à revenir pour réarroser une deuxième fois. Mais il ne faut pas arroser. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un petit arrosage fin pour que tout le monde hop. De toute façon, vous allez le voir sur les modes, ça fait l'eau elle descend, elle pénètre. Et il y a des endroits où ça pénètre pas, des endroits où ça pénètre trop vite. Et selon ça, vous allez voir, si ça pénètre trop vite, c'est que c'est trop sec. Si ça met trop de temps à pénétrer, c'est que elle n'arrive pas à pénétrer parce que c'est déjà rempli d'eau. Vous voyez, donc, et ça, c'est comment dire, ça c'est pas gérable. C'est pas vous qui pouvez le gérer. Il n'y a pas, si je fais ça, ça va changer. Non, si par exemple c'est des graines de persil, elles vont avoir tendance à être toujours trop humides. Parce que le persil met vachement de temps avant de germer. Donc voilà, c'est des graines de basilic, elles vont avoir tendance à être plus sèches parce qu'elles germent super vite et qu'elles pompent tout ce qu'elles peuvent de flotte rapidement. C'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience, mais dans le sens, n'arrosez pas à fond, faites des petits arrosages légers par-dessus, et quitte à revenir une deuxième fois, voire une troisième fois, selon. En fait, vous faites un petit arrosage et un deuxième, et dans le troisième, vous rajoutez là où il n'y a pas assez d'eau, nanana. Si c'est du thym, vous réarrosez surtout pas une troisième fois. Enfin, vous voyez, c'est des trucs un peu comme ça de réussir à apprendre, à savoir comment c'est. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de technique à part. Quand on sème, on imbibe vraiment énormément d'eau. Ouais, le premier arrosage, on n'hésite pas trop à ce que ce soit bien humide. Parce que éventuellement. Moi, je mets un papier journal par-dessus, après, c'est beau ou pas? Ça, alors, que tu laisses ou ouais. que tu enlèves? Non, je le laisse. Tu le laisses constamment. Alors, tant que c'est pas germé. Voilà, bah alors, ça peut être bien parce que ça garde l'humidité. Voilà. Le problème, c'est que dans la diversité des plantes, il y en a que ça va pas, elles vont pas aimer, dans le sens que c'est la lumière qui fait la germination, et que s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la germination. Et si, alors, ça peut être utile ça quand par exemple, t'as pas tout ce qu'on a dit avant, t'as pas une serre dans la serre, t'as pas un chauffage, t'as pas truc, t'as pas machin, ça peut aider pour plein de raisons, garder humide et tout ça. Mais majoritairement, on les laisse à l'air libre pour qu'elles prennent le plus de soleil possible les premières minutes jusqu'aux dernières minutes, qu'elles prennent le plus de soleil possible, déjà pour germer, et après pour grandir. Parce que quand elles grandissent, c'est qu'elles sont... Ah, mais c'est juste jusqu'à la germination. Voilà, mais en fait, ça peut un peu stopper pour certaines graines un petit peu récalcitrantes et un petit peu comme ça, un peu fragiles. Enfin, ça peut les empêcher un petit peu de germer. Alors que vraiment, ouais, ça je ne vous l'ai pas dit, mais la germination, c'est dans les 3-4 jours, quoi. C'est-à-dire que vous semez des graines, mais moi ça me surprend tous les ans, quoi. On sème des graines, par exemple le basilic, des fois un jour ou deux après, il a germé, quoi. Voilà. Donc il y a des trucs, le persil, ça peut mettre 15 jours avant de germer,
Voilà, donc tu arroses ta plaque pendant 15 jours, puis il n'y a rien, et au bout d'un moment, hop, il se met à sortir. La ciboulette, c'est pareil, ça peut prendre du temps. Si la graine, elle est nickel, qu'elle est jeune, ça germe tout de suite. Enfin, vous voyez, c'est à chaque fois, tous ces petits trucs, tous ces détails que je vous ai dit, ils vont se mélanger les uns aux autres pour faire un truc bien ou pas bien. Mais dites-vous, dans tous les cas, que ça germe plutôt super vite. Voilà. Plus la plante, c'est une plante forte, rapide, intense, genre, je sais pas, une courgette, des trucs comme ça. Les courgettes, ça germe super vite. La graine, elle s'imbibe d'eau tout de suite, et hop, et quand ça démarre, quoi. Et pareil, niveau racinaire, elle est super puissante et tout. Le basilic est pareil. Voilà, enfin, en fait, c'est selon la vitalité habituelle de la plante que vous allez prendre l'habitude. Les poivrons et les aubergines sont vraiment fragiles, récalcitrantes, il leur faut du chauffage. S'il y a pas, nous, des fois, juste sur les poivrons aubergines, on remet un petit plastique pendant la journée s'il ne fait pas assez chaud, parce que les petits coups de froid, ça les bloque, après c'est bloqué, enfin bon. Voilà. Donc, c'est voilà, tout un truc de diversité. Je vais y aller, j'ai rendez-vous à 13h30. Moi j'ai une question pour l'ensemble des jardins. C'est-à-dire que quand vous commencez à planter, vous êtes à connecter entre vous, chaque jardin décide de ses quantités, de ses variétés. Oui. On va faire Enfin, une réunion. si, cette année, je pense que ça marchera mieux que l'année On va dernière. essayer de se coordonner un peu. Voilà, c'est ça. Oui. Donc justement, il faudrait qu'on voit tout un petit peu la date qu'on pourrait retenir avant le 25, sans doute. Hein? Ou alors on compte avec le 25, je ne sais pas, de se faire une réunion. Attends, on peut déterminer le jour? Ouais. Et il y a une liste de coordination, tu es sur la liste de coordination. C'est une annuelle. Donc si vous voulez me donner les adresses, ça permet de se tenir informé les uns les autres. Et moi, je reçois des mails déjà. Tu reçois ça. Il faut déterminer la prochaine réunion. Normalement, ça fonctionne pas comme le reste. Si c'est un mardi, ça vous va un mardi? Parce qu'on peut le faire le mardi 18 à ce moment-là. Pas l'après-midi. Non, mais le matin. Le matin, ouais. Non, mais par contre, je peux y réfléchir et transmettre. On pourrait pas faire un ramadan? Si c'est jusqu'au 25, de toute façon, il n'y a pas tellement de dates. Vraiment, c'est comme vous voulez. Alors, c'est mardi 18, qui ne peut pas le mardi 18? Proposez-nous une date, je crois. Oui, ouais, Mardi 18 au matin, c'est possible? Tout le monde est OK? Après, c'est un peu le problème des réunions qui sont entre 8h et 18h, quoi, pour les gens qui bossent. Soit on fait une réunion de chantier, sur place, et puis on en profite pour bosser. Le mardi, si tu peux les séparer, ouais, ça sera mieux. Non, c'est bien d'être ici, de discuter et tout. Tu me le dis parce que là, je peux aller les fêtes, c'est pas C'est peu importe. T'es libre tout le temps? tout le temps, tant qu'il ne faut pas. Non, parce que mardi, c'est pas l'après-midi, alors. Non, parce que l'après-midi, j'ai un rendez-vous à 14h, pas mardi après-midi, le 18. Ouais. D'accord. On ne peut pas faire en fin de journée. C'était une question que j'avais eu quelques Moi, fois. ça ne me dérange pas en fait. Après 17h, il n'y a pas de toi, Arnaud, tu peux. Quelqu'un qui a aussi, je préfère. Quelqu'un veut faire un test comme ça, 17h. Éventuellement, j'arrête ma journée plus tôt et je partage toute ma journée. C'est quelqu'un qui avait fait un test comme ça. À ce moment-là, on peut le faire le mardi 18, mais à 18h. Ah ouais, c'est un mardi 18. C'est genre Ouais, de c'est chocolat au ça, soleil. Parce que ça te dit des crèmes, carrément la pousse, mais les crèmes. Mardi 18. Là, on fait la discussion qu'on a eue déjà une fois avec les arcs. C'est l'organisation, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ah, super. Vous êtes suivis parce que je fais. Oui. Alors ça serait quoi? Ça serait ici? Ouais, ici. Ici, ça serait... Oui.